Donc, Madame Magnier nous présentera un guide qui a été publié pour installer un site de lavage. Alors, je vous expliquerai, j'introduis, voilà, pour tendre progressivement vers le vrai zéro plastique, en fait, qui sera moins impactant également sanitairement. Voilà, moi j'en ai fini par rapport aux enjeux et à l'actualité réglementaire. Je vais maintenant laisser la parole aux différents intervenants donc, qui vont vous présenter différents outils. Est-ce que du coup Madame Salaris Borgne est connectée? Parce que je sais que tout à l'heure elle ne l'était pas, parce que sinon oui, je suis là. Ah, parfait. Bonjour. Donc, Madame Salarisbonne va vous présenter les actualités du groupe de travail sur les plastiques qui est en cours au sein d'Agores. À la suite, vous aurez Madame Chauchard qui vous présentera les nouveautés qui ont été prévues dans la labellisation EcoCert en cuisine. Il y a certaines nouveautés qui concernent les plastiques particulièrement. En troisième intervenant, nous aurons une association élémentaire. Donc, Madame Magnier nous présentera un guide qui a été publié pour installer un site de lavage. Alors, je vous expliquerai, j'introduirai un petit peu son intervention. Vous verrez en quoi ça me paraît particulièrement pertinent qu'elle intervienne aujourd'hui. Et puis, pour finir la boucle, vous aurez également Alix Puzna qui interviendra de l'association Écosciences, qui est une association qui travaille pas mal sur les alternatives à la vaisselle à usage unique, qui vous présentera notamment des fiches qui vous permettront d'avoir toutes les informations utiles. Et puis, je terminerai très rapidement en vous présentant une fiche thématique qu'on a intégrée sur la restauration collective zéro déchet plastique dans le guide de la RDE. Donc, si vous peut-être avant, il y avait une remarque suite à l'intervention là sur les plateaux, dans le sens que en effet, on y met quand même le pain donc il y a quand même un contact alimentaire. Donc voilà, donc il y avait cette remarque. Et puis il y a une main levée, du coup, alors qui ne s'affiche plus. Pourquoi ça du coup? Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc vous avez la parole. Voilà, Jean-François Figueroa, CCAS de Mougins. Juste une petite question. Au niveau de votre PowerPoint, premièrement, est-ce il va être envoyé aux participants? Oui, Et deuxièmement, la loi Egalim que nous connaissons va évoluer avec le temps. Est-ce que dans tous les cas, les retours d'expérience qu'on va avoir là va faire évoluer la loi dans le sens où est-ce qu'il y a un groupe de travail en plus au niveau des ministères qui va faire évoluer cette loi et donc du coup une adaptation de toute on va dire de tout le panel des cuisines centrales en fait. Alors, à ma connaissance aujourd'hui, je n'ai pas dans les cartons connaissance de l'évolution de la loi Egalim, mais peut-être que ma collègue d'Agores pourra en dire plus que moi, parce que je sais que vous avez des contacts à l'échelle nationale. Par la suite, je la laisserai rebondir si besoin. Aujourd'hui, ce qui serait nécessaire, et on le voit avec toutes les collectivités qui veulent mettre des solutions en place, c'est surtout qu'il y ait des moyens financiers qui soient débloqués spécifiquement pour que vous puissiez mettre en œuvre cette loi et cette réelle suppression des plastiques en restauration collective. Alors ça, il y a des choses qui peuvent être faites dans le cadre du plan de relance à l'échelle nationale, notamment qui sont proposées par l'ADEME. Mais je n'ai pas connaissance d'une évolution ni d'un décalage potentiel, si c'est ça que vous sous-entendez, un décalage potentiel du calendrier pour la mise en œuvre de la loi. Je n'ai pas du tout eu ces informations-là aujourd'hui. Okay. Et évidemment, oui, le PowerPoint sera mis à votre disposition à la fin de la journée, ça, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci. Du coup, je vais laisser la parole à Madame Salaris Borgne du CIVU de Bordeaux-Mérignac, donc qui est la structure qui anime le groupe de travail national dédié au plastique au sein d'Agores. Merci beaucoup. Juste avant de démarrer, peut-être un point de précision sur la dernière question. Il n'était pas prévu de décret d'application en fait, sur l'article 28 de la loi Egalim, donc ça ne devait pas bouger. Maintenant, c'est peut-être un peu en train d'évoluer, notamment via le Conseil national de la restauration collective,
qui devrait peut-être être chargé de rédiger un décret d'application, en fait, sur l'article 28. Donc, je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur le fondement, la philosophie de la loi et les délais, ça m'étonnerait que ça bouge. Maintenant, il y aura peut-être des petits assouplissements, des précisions sur justement le champ des plastiques qui sont visés ou non, etc. Et puis, il faut savoir que l'association Agores a d'ores et déjà alerté le ministère de la Transition écologique pour dire que les délais qui sont imposés par la loi ne sont quasiment pas tenables. Et c'est d'ailleurs confirmé par les fournisseurs d'inox, de verre, qui nous disent qu'en termes de fourniture de matières premières, ils ne sont pas sûrs de pouvoir couvrir tous les besoins pour 2025. Donc tout ça fait qu'il y aura sans doute des tolérances. Voilà, mais le fondement de la loi n'évoluera pas, quoi. C'est la direction dans laquelle il faut aller. Voilà, c'était juste pour commencer sur cette précision. Si je peux me permettre, de toute façon, sur ce sujet global des plastiques, bon, là, on travaille sur la restauration collective aujourd'hui, mais moi, j'ai l'occasion d'être en lien avec différents de vos services. Les réglementations, aujourd'hui, elles fleurissent sur les suppressions de plastique parce qu'en fait, on se rend compte des impacts qu'ont ces matières plastiques, que ce soit sur notre santé, sur l'environnement, etc. Donc, l'État va très, très vite. Mais en effet, parfois, il ne se rend pas compte des étapes nécessaires pour la mise en œuvre. Sur les matières plastiques recyclées, par exemple, c'est pareil, il y a une loi qui est sortie sur vos achats publics, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est aujourd'hui des acteurs travaillent sur une certification indépendante pour bien acter que les matières plastiques sont bien introduites dans les produits qui vous sont vendus. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc en fait, les lois finalement, elles sont là vraiment pour nous bousculer et avancer. Voilà, j'imagine en effet, j'espère qu'il y aura une tolérance pour la mise en œuvre parce que ça vous demande vraiment des efforts sur vos évolutions d'usage et de pratique au quotidien. Voilà, je vous laisse la parole du coup sur le groupe Agores. Alors, je vais essayer de partager mon document. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, parfait. Bon, là, on l'a en mode, on l'a pas en mode présentation, par contre. Alors, oui. Et peut-être qu'on va... Alors, je sais que la commune de Colobrières avait toujours des problèmes. Est-ce que là, avec cette présentation, c'est toujours le même cas? Je ne sais pas si du coup, ils sont toujours... Bon, dans tous les cas, on rappelle, les présentations seront diffusées et il y aura le replay si besoin. Moi, je vous laisse démarrer. Du coup. Merci beaucoup. Donc, juste pour me situer, donc, je suis chargée de mission responsabilité sociétale et environnementale au CIVU Bordeaux-Mérignac. Et en fait, c'est le CIVU Bordeaux-Mérignac, donc la cuisine centrale des villes de Bordeaux et Mérignac, qui a été chef de file dans l'animation du groupe de travail Agores depuis 2018. Pour démarrer, donc simplement quelques chiffres pour vous présenter ma cuisine centrale et mon établissement. On est la première cuisine centrale de Nouvelle-Aquitaine, donc on a 20 millions d'euros de budget. On fait 23 500 repas quotidiens sur près de 200 sites, donc sur les deux communes, à 80% pour les écoliers. On fait aussi des clubs seniors et du portage à domicile et également les selfs du personnel municipal. Nous sommes 113 agents permanents. Au niveau des approvisionnements, on a une pratique d'approvisionnement qualitatif qui remonte à avant Egalim. Et donc là, on est entre 35 et 40% en agriculture biologique, 40 à 45% d'approvisionnement labellisé. Et puis voilà, on essaye aussi de faire pas mal de local. On propose depuis cette année un choix végétarien quotidien. Et il y a un menu végétarien depuis 4-5 ans qui est disponible pour tous. Et on passera à 2 menus végétariens pour tous à partir de l'année prochaine, 2023 au plus tard. Nous avons également tout un tas d'actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc tout ça qui s'inscrit dans l'ensemble, on va dire, des dynamiques de la loi Egalim. Du coup, Claire en parlait, la restauration collective est confrontée depuis quelques années à de plus en plus de changements et de nouvelles règles en fait à l'égard des services de restauration collective. Sur le plan de l'amélioration qualitative des approvisionnements, j'en parlais. Également sur l'évolution des comportements alimentaires, moins de protéines, plus de végétalisation, la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Et puis, un nouveau sujet, en tout cas que la restauration collective n'avait pas forcément vu venir depuis 10 à 15 ans, c'est cette question des conditionnements en plastique. Donc en fait, on a tout un tas d'injonctions qui viennent se bousculer et se confronter et faire un peu concurrence pour les services de restauration collective et les collectivités qui ont des budgets contraints, comme on le sait tous. Donc, il y a la loi Egalim, on en a parlé, mais en 2020, on a eu également la loi AGEC. Je ne sais pas si ça a été rappelé tout à l'heure, mais pour les services de portage à domicile, il faut aussi remplacer les conditionnements en plastique, puisque désormais, tous les conditionnements individuels du portage à domicile doivent être réutilisables, ce qui vient ajouter, donc encore une fois, une nouvelle contrainte. Ce qu'on a pensé comme des alternatives au plastique pétrosourcé, à savoir la cellulose, on en parlait aussi, biosourcé et biocompostable, en fait, il se trouve que sur le plan réglementaire, ce type de matériau est considéré comme du plastique. C'est du bioplastique, mais c'est du plastique. Donc, même si ça peut présenter un intérêt pour faire une transition, eh bien, en fait, il va falloir également remplacer ces barquettes jetables en cellulose. La succession de ces lois montre que pour le moment, il y a une absence de cadre réglementaire complet et cohérent. Vous voyez qu'entre la loi AGEC et la loi Egalim, on a deux délais différents. 1er janvier 2022 pour le portage à domicile, 1er janvier 2025 pour le reste des conditionnements. Donc tout ça n'est pas forcément très cohérent. Et en tout cas, ça complique un peu les choses. Et encore une fois, ça fait concurrence, en fait. Tous ces changements font concurrence les uns avec les autres. Du coup, les cuisines centrales et les services de restauration collective sont bouleversés à différents niveaux. Sur le plan de l'organisation du travail, il y a énormément de services et d'établissements qui étaient dont l'organisation repose entièrement sur le plastique. Donc, il faut absolument tout revoir sur le plan de la production, sur le plan de la logistique. La fin du plastique, ça veut dire aussi de nouvelles contraintes sur le plan de l'ergonomie et des conditions de travail pour les agents. C'est donc un sujet très important qu'il faut prendre en compte vers le changement. Les solutions de remplacement n'existent pas toujours, c'est-à-dire que dans de nombreux établissements, il ne suffit pas de remplacer une barquette en plastique par un plat en inox, un bac gastro en inox. Il faut revoir tous les process, les solutions techniques n'existent pas. Et puis, voilà, on peut regretter le manque d'accompagnement initial des administrations centrales, même si c'est un peu en train de bouger, heureusement. Donc, il a fallu se mobiliser, trouver des solutions seules, en fait. Et puis, il y a un dernier point qui est assez important, c'est que finalement, dans cette interdiction du plastique, ce sont les collectivités territoriales et les services de restauration collective qui ont été visés en premier par ces interdictions et que tous les industriels et tout le secteur de l'agroalimentaire, eux, ils ont des délais qui sont beaucoup plus longs. On est à 2040, voire plus. Voilà. Donc finalement, ce sont les acteurs publics qui servent un petit peu à essuyer les plâtres sur ce sujet. Voilà. Pour répondre à tout ça. Est-ce que je peux me permettre de vous couper quand il y a des questions ou vous préférez qu'on les prenne à la fin? Non, vous pouvez, allez-y, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y avait une question sur le choix végétarien, savoir si c'était également pour les écoliers d'élémentaire. Alors, chez nous, oui, effectivement, il y a un choix quotidien, c'est-à-dire que les parents et les élèves peuvent faire le choix de manger végétarien tous les jours. Ça, c'est un choix à tous les niveaux. Et par contre, il y a un menu, un repas végétarien pour tous, à tous les niveaux, encore une fois par semaine. Et bientôt 2. Voilà, donc c'est effectivement, même pour les élémentaires, c'est pour tout le monde. Voilà, dans toutes les écoles. Donc, pour répondre à toutes ces problématiques, l'association Agores a créé un groupe de travail et a essayé de mener une concertation nationale sur le sujet parce qu'en fait, les professionnels se sentaient démunis. Et donc, l'objectif, c'était de construire de la connaissance et de permettre que l'on soit accompagné autour de toutes ces nouveautés. Donc, nous avons réalisé depuis 2018 tout un tas d'auditions d'experts sur le sujet du plastique, des associations, des médecins, des scientifiques, des industriels de l'agroalimentaire, des matériaux, etc. Des avocats également pour recueillir des avis juridiques, les ministères, voilà, pour essayer de recueillir tout un tas de données et de connaissances autour de ces sujets.
Nous avons également fait une petite enquête par questionnaire auprès de certains services de restauration collective pour essayer de comprendre un peu quelles sont les pratiques, quelles que soient les tailles des services et des cantines, et puis essayer de voir un peu comment est utilisé le plastique. Bon. Donc ces 2 démarches ont donné lieu à la publication d'un livre blanc en juin 2019 de conseils et d'aide à la décision sur le sujet des alternatives au plastique. Et il y a un 2e tome qui devrait paraître là dans les toutes prochaines semaines, on espère pour début 2022. Voilà. Par ailleurs, tous les membres de ce groupe de travail Agores, nous avons constitué un réseau d'expérimentation. Comme je vous le disais, les solutions n'existent pas toujours. Donc l'objectif, c'était de collaborer avec les fournisseurs de bacs inox, de ravis en verre, etc. pour essayer de trouver des solutions, de faire évoluer les produits et les solutions disponibles pour les professionnels de la restauration collective. Voilà. Au CIVU Bordeaux-Mérignac, on a monté un projet qui s'appelle le projet Éco-Condi, où en fait, nous avons créé des groupes de travail thématiques, un groupe de travail sur le portage à domicile, un groupe de travail sur les bacs de reconditionnement qui partent dans les écoles, un groupe de travail sur la cuisson sous vide, puisque nous avons un système de cuisson sous vide en poche plastique actuellement, mais qui devra être en bac inox. Et à partir de ces groupes de travail, nous avons un comité de pilotage avec les élus et nous réalisons des expérimentations. Nous testons les différents bacs inox qui existent. On collabore avec les fournisseurs pour qu'ils fassent évoluer la taille de leur bac, l'épaisseur de l'inox pour qu'ils tiennent au vide, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment des exercices pratiques en collaboration avec les villes. On teste les solutions de laverie avec des startups qui proposent des solutions de laverie parce que nous n'avons pas la place pour laver tous ces bacs qui vont être réutilisables. On teste aussi toute la chaîne logistique, puisque l'inox, c'est plus lourd. Donc, on va pouvoir moins mettre de bacs que de barquettes dans les camions. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir réaménager les camions. Il faut aussi tester des solutions ergonomiques, puisque l'inox ou le verre, c'est beaucoup plus lourd pour les agents. Donc, il faut trouver des systèmes d'aide à la manutention, au transport, etc. Donc, tout ça, voilà, on fait des exercices très pratiques, on fait des phases d'expérimentation depuis 2-3 ans pour essayer de trouver des solutions. Nous avons des partenaires en région parisienne qui font exactement la même chose. Le programme Recolim, qui réunit le CIREC, le CIRESCO et le CIVURESC, également teste énormément de solutions depuis plusieurs mois. Et puis, nous avons créé récemment un groupement de commandes avec le CIREC, le CIRESCO, la ville de Nantes, de Toulouse et de Rennes. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de montrer aux fournisseurs qu'il va y avoir énormément de commandes de bacs. Et donc, c'est pour les encourager à faire évoluer leurs produits, faire de la recherche et développement pour nous proposer des solutions. Et puis, nous, l'intérêt qu'on y trouve, c'est que plus il y a de bacs qui sont commandés et plus le prix du bac sera faible. Voilà. Donc, c'est aussi parce que tous ces changements impliquent énormément d'investissement pour des structures comme les nôtres. En parallèle, nous souhaitons aussi encourager la veille scientifique et juridique. Je l'ai dit, on fait beaucoup de sourcing autour de toutes les solutions alternatives et puis autour de toutes ces questions de santé et d'environnement, en fait, puisque ça, ce sont des problématiques qui n'existaient pas forcément dans nos services, mais qui désormais doivent être prises en compte. Donc, il faut qu'on répertorie les solutions existantes et puis surtout, à l'avenir, il faut qu'on essaye d'envisager tous les avantages et les inconvénients de ces solutions, et notamment en termes de santé publique pour nos convives, puisque notre objectif est aussi de les protéger. Donc, il faut acquérir un peu cette culture de la veille scientifique pour avoir des pratiques qui sont toujours plus vertueuses. Pareil sur le plan juridique, c'est important de pouvoir développer une veille scientifique pour essayer d'anticiper un petit peu tous ces changements, puisqu'on sait qu'on est dans une période où on essaye d'aller quand même sur des pratiques qui sont de plus en plus vertueuses sur le plan de la santé environnementale, et c'est important. Et en tant qu'acteur public, c'est aussi important qu'on s'en saisisse. Justement, à Bordeaux, sur cette question de la veille scientifique, nous avons créé, en fait, on s'est rapproché de l'Université de Bordeaux et on a créé un programme de recherche interdisciplinaire qui s'appelle RescoSafe, pour Restauration collective, santé et alimentation durable. Et en fait, notre objectif, ça a été de réunir plusieurs chercheurs en ergonomie, en chimie des matériaux, donc c'est-à-dire des spécialistes de l'inox, des spécialistes des bioplastiques, des spécialistes du verre, des épidémiologistes spécialistes de la santé, des politistes également,
des ingénieurs agroalimentaires pour qu'en fait, ils créent de la donnée scientifique, ils réalisent des recherches qui puissent nous aider et nous accompagner autour de notre démarche. En fait, l'idée, c'est que ce bouleversement qu'on connaît depuis quelques années sur l'interdiction des plastiques ne se reproduise plus et que désormais, on soit entouré d'experts et de spécialistes qui nous amènent à comprendre en fait quels sont les enjeux, quels sont les nouveaux enjeux qui vont concerner la restauration collective. Ce programme, du coup, il finance des recherches sur le sujet, des thèses, des post-doctorats, des stages d'étudiants également qui viennent nous aider au quotidien au sein de la cuisine sur ces sujets. Voilà, ce programme il est donc soutenu par la Fondation Bordeaux Université qui a un rôle de mécénat. Il y a plusieurs recherches, je vous l'ai dit, qui ont été financées. Et voilà, et il y a des fournisseurs d'inox, de bioplastique qui le financent, également d'autres collectivités. Voilà, donc c'est un projet qui est ouvert aux contributions. Et toutes les données, bien sûr, sont publiques et sont disponibles pour tous. Voilà. Pour conclure, donc la restauration collective est confrontée, je l'ai dit, à différents défis depuis quelques années qui nous bouleversent considérablement. Il faut absolument accompagner la montée en compétences de la restauration collective, des professionnels qui sont confrontés à ces sujets complexes, d'autant que la restauration collective peine souvent à recruter des professionnels. Il faut donc construire des collaborations, aller chercher les connaissances et ne pas hésiter à s'entourer de ces compétences et à monter des réseaux sur ces sujets. C'est le sens de la démarche de notre rencontre et de nos échanges ce matin. Tout ça est d'autant plus compliqué, comme je le disais, qu'on est dans une période où les cuisines centrales et les collectivités sont fortement contraintes sur le plan financier et des budgets. La crise sanitaire a encore renforcé tout ça. Donc voilà, c'est d'autant plus difficile. Mais en même temps, pour les services publics, c'est souvent notre rôle et la nécessité de continuer à s'inscrire dans cette démarche pour garantir l'intérêt général face parfois à des organisations privées qui n'ont pas la même démarche et qui peuvent manquer de transparence. Voilà. Puis de notre côté aussi, vu pour finir, donc nous poursuivons les tests. Le choix des solutions devra être fait en 2022, mais pour le portage à domicile, par exemple, on sait d'ores et déjà qu'on ne sera pas dans les clous. On ne pourra pas changer les conditionnements pour le portage à domicile au 1er janvier 2022. Comme je vous le disais, l'association Agores a alerté sur ce sujet le ministère de la Transition écologique. Et puis voilà, nous réaliserons des études d'impact sur les solutions qui seront choisies en 2022-2023. Et nous aurons également de notre côté un projet d'extension et de restructuration de la cuisine, puisqu'on passera sans doute dans les prochaines années à 30 000 repas jour. Et ce projet va être l'occasion de pouvoir intégrer ces nouvelles exigences de fin du plastique et de nouveaux conditionnements. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci pour votre présence encore une fois, Madame Salaris-Borgne. Voilà, on sait que, moi, je suis ravie que ce genre de groupe de travail existe parce que ça me permet vraiment d'avoir de la matière derrière pour accompagner les collectivités plus largement. N'hésitez pas, à nouveau, les intervenants sont à votre disposition là aujourd'hui pour répondre à toutes les questions. Alors je sais qu'on n'est pas dans une salle en présentiel, c'est moins évident, mais vraiment Ah, ça y est, une main levée. Bernard. Oui, bonjour, Bernard Vigne de l'ADEME, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a bien compris, nous, toute la problématique, l'État qui veut aller assez vite, la restauration qui n'est pas prête. Là, en ce moment, on discute avec Nice parce qu'ils ont l'air d'être très orientés sur la cellulose, alors que Citeo n'en veut pas. Claire est au courant, et on est face un peu à un mur, à une difficulté. Dans l'approche aujourd'hui, finalement, de substitution des plastiques, l'alternative, c'est quoi? C'est l'inox, finalement. Il n'y a que ça. Ou on a d'autres choses en possibilité, finalement? Il y a le verre aussi. Ah, mais c'est très lourd, le verre. C'est très lourd et ça se casse. Mais il y a des cuisines centrales et des grosses cuisines centrales qui testent le verre. Le Ciresco
testent le verre et ils ont déjà d'ailleurs changé, ils ont dépassé le stade d'expérimentation. Il y a certaines écoles où ils ont déjà remplacé les barquettes par le verre. Parce que pour le verre, il y a un gain qui est exceptionnel, c'est la qualité du service en fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui revalorise énormément le travail des agents sur le terrain. Et c'est un point qui est très important. Et que finalement, de voir que parce qu'on sert des denrées dans le verre, ça revalorise les repas, le service, ben ça fait dépasser cette crainte du poids et de la difficulté professionnelle. Voilà. D'accord. Oui, c'est effectivement des enseignements qu'il va falloir pouvoir tirer parce qu'on a beaucoup de collectivités de dans la restauration qui ne savent pas finalement quelle solution on peut utiliser parce qu'on va leur parler de lavage. Parce qu'on pouvait effectivement, si on a des bacs en inox ou des bacs en verre, il faut qu'il y ait une prestation de lavage. Certaines ne veulent pas le faire en interne, ce qu'on peut comprendre. Les prestations extérieures, elles sont limitées. Alors bon, on a une entreprise qui s'appelle Usage qui essaie un petit peu de s'implanter partout au niveau national, mais on manque de retour d'expérience sur finalement la qualité de ce qui est rendu et la satisfaction des clients. Mais au jour d'aujourd'hui, vu la rapidité de ce que exige l'État, et nous, les informations qu'on peut fournir justement aux demandeurs dans la restauration collective, on est quand même face à une grande difficulté, moi, je trouve. Est-ce qu'on va pouvoir, à court terme, avoir des prescriptions en disant, bon, vous êtes dans tel cas de figure, selon la grosseur ou pas, et pouvoir apporter des solutions qui soient construites. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on tourne autour du verre et de l'inox, finalement, aujourd'hui. Pour les matériaux, effectivement, ça va se limiter à ça. Après, comme vous le dites, il n'y aura pas de solution unique. Nous, au niveau d'Agores, on va essayer, en fonction des tailles des cuisines, des contraintes, de faire passer ce message qu'en fait, c'est chaque territoire, chaque service qui va devoir bricoler pour trouver sa solution, même s'il y a des grandes lignes qui vont se dégager. Mais c'est pour ça que j'ai insisté sur la nécessité de s'entourer de compétences et d'expérimenter. En fait, il ne faut pas croire que vous allez trouver une solution en un mois et passer au moment de la bascule de la loi, réussir à... Voilà, il faut essayer, il faut faire des phases de test, ça c'est essentiel. Et pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à la laverie, c'est un des points noirs en fait du changement de conditionnement. Il y a énormément de structures qui n'auront pas la place de tout laver. Lavage, stockage, etc., ça demande de l'espace supplémentaire. Dans certaines grandes villes, c'est absolument pas possible. Donc, il y a Usage, il y a des startups qui se développent un peu sur le territoire. Après, il y a d'autres possibilités, c'est d'étudier au sein de chaque territoire des possibilités de création de laveries mutualisées qui sont publiques, qui sont externalisées des services de restauration. Ça peut être possible sur les métropoles, par exemple, mais des laveries publiques. Mais de toute façon, on va se diriger vers ça parce que la restauration privée va aussi être concernée. Bah oui. Donc, en fait, il y a un véritable enjeu de développement territorial de ce type de structure. Et on est très tôt, en fait, il n'y a rien qui est fait, mais c'est tout ça qu'on a à construire dans les prochaines années. Ouais, et pour finir, bon, je dirais que ça ne serait pas très sain qu'on crée une approche monopolistique du lavage, justement, de tous ces éléments, de tous ces bacs. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que je commence à me faire mettre un petit peu en avant les problèmes de troubles musculo-squelettiques que ça peut engendrer, parce que, évidemment, des plats en verre ou en inox, c'est beaucoup plus lourd, et qu'après tout, on en met moins dans le camion, et qu'après tout, comme c'est plus lourd, en bilan carbone, on est moins bon. On a aussi ça dans l'air du temps qui flotte un petit peu, moins prégnant que le lavage, ou bon, mais on a ça aussi à résoudre, quoi. Alors, pour ce dernier point, les premières études environnementales là, qui viennent de sortir chez nos partenaires ont plutôt tendance à dire que malgré le lavage et malgré les flux de camions supplémentaires, ça reste moins impactant pour l'environnement que la production de plastique. En fait, le plastique, c'est ce que disait Claire tout à l'heure, le plastique est tellement impactant à tous les niveaux de la production à la suite, au recyclage, qu'en fait, même de l'eau supplémentaire et des camions supplémentaires sur la route, c'est moins important. Ouais. Et pour l'ergonomie, les sociétés d'ergonomie doivent bosser pour nous proposer des solutions pour aider les agents. Ça, c'est certain. Ok, merci beaucoup.
Merci pour tous ces échanges. En effet, c'est super. Vous venez d'introduire la troisième intervention de cette matinée qui sera sur un guide pour installer un site de lavage qui a été fait pour les organisateurs de manifestations. Mais comme je vous l'ai dit, je vous ferai une petite introduction. Puisque Bernard, tu l'entendras, pour moi, c'est vraiment ça, cette solution qui se dessine petit à petit, c'est ces fameuses laveries, alors publiques ou privées, mais mutualisées sur les territoires pour les différents acteurs qui vont avoir besoin aussi de contenants propres et lavés au quotidien. On en reparlera tout à l'heure. Il y a d'autres questions dans le chat? Alors, pas de questions, mais des bravos pour le travail et pour le partage d'expérience déjà. Et quand même un petit débat aussi en lien avec l'intervention, là, sur le fait effectivement qu'à long terme, il y a aussi une charge plus importante pour les plateaux des self des enfants. Et aussi, mais avec un débat sur s'il y a des plateaux compartimentés en inox, etc. Donc, en fait, on voit que finalement, là, les petites discussions dans le chat revient effectivement à ces questions qu'il faut expérimenter, qu'il faut encore continuer à travailler sur ces alternatives avec toutes les dimensions, pas que effectivement plastique, mais aussi environnementale et sur les troubles, etc. Oui. Et si je peux rebondir là-dessus, je vois qu'il y a Lison Postel là, du PAT du Pays d'Arles avec qui j'ai participé à la journée similaire sur leur territoire là, il y a quelques mois, quelques semaines. Il y avait une commune qui était très réfractaire tout au début de la journée au changement de pratique, etc. parce que les agents voyaient surtout les charges supplémentaires, le temps de travail supplémentaire. Et puis là, on a un acteur associatif, c'était top, on était en salle, en réel, et il y avait un catalogue avec les alternatives proposées. Et une fois qu'ils ont vu les plateaux en inox lavables, ils se sont dit, waouh, c'est génial, peut-être que c'est ça notre solution, on va gagner du temps sur le lavage, on va gagner du temps sur le self pour servir, etc. Enfin, donc parfois, comme le disait Colline, il faut vraiment adapter à chaque territoire, comment on est organisé, essayer de minimiser les impacts sur les investissements nécessaires. Mais il y a des solutions pour tous. Après, c'est pas simple. Hein. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas là pour donner ce message-là. Ça va être compliqué, mais il y a vraiment des solutions à tester sur chacun de nos territoires. Disons, si tu veux rebondir rapidement, mais sinon, on enchaîne sur la prochaine intervention. Allez. Du coup, je vais donner la parole à Madame Chauchard sur le label EcoCert en cuisine. Elle va nous présenter donc les actualités par rapport à ce label qui permet de valoriser les démarches de collectivités qui s'engagent. Voilà, elle va nous faire un petit zoom sur ce qui est prévu dans les plastiques. Je vous laisse partager votre écran si ça fonctionne. Oui, alors bonjour à tous. Je vais partager l'écran. Hop, vous me dites si vous voyez. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est pas en mode présentation par contre. Hop, voilà. Est-ce que là c'est bon? Moi ça fonctionne. Parfait. Parfait. Du coup, bonjour à tous. Donc moi je suis Aurélie Chauchard, je suis chargée de développer le label EcoCert en cuisine. Donc là l'idée aujourd'hui c'est que vous ayez une vision très très globale en fait et très rapide du label EcoCert avec un focus du coup sur le plastique. Donc juste pour vous rappeler ou pour vous introduire un peu EcoCert qui nous sommes, en fait on est un organisme de contrôle et de certification en agriculture biologique. Donc aujourd'hui on contrôle un peu plus de 30 000 producteurs et transformateurs partout en France pour qu'ils puissent être certifiés selon la réglementation bio européenne. Et en fait, en parallèle, on a 3 pôles en fait chez EcoCert. On fait de la formation, on fait du conseil et de la certification. Et c'est toujours dans des valeurs pour faciliter et encourager les organisations vers des modèles durables. Et donc, le label EcoCert en cuisine que je vais vous présenter aujourd'hui, il est dans le pôle certification et c'est un label du coup qui a été créé par EcoCert en 2013 et notre objectif c'est de fixer des règles sur vers une restauration collective durable, des règles qui en 2013 c'était pas trop dans l'air du temps. Donc en fait notre logique aujourd'hui donc c'est s'engager vers une restauration collective durable, plus bio, plus locale et plus saine. Ce label, il est destiné à tous les restaurants collectifs, donc c'est les établissements d'enseignement, les administrations, les entreprises et les structures d'accueil. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous le savez comme moi, la restauration collective, c'est un super levier pour activer la transition écologique. Parce que dans le Restoco, on va parler à des agriculteurs, à des distributeurs, à des convives. Donc les cibles sont très très denses et on peut vraiment avoir plusieurs leviers pour aller vers la transition écologique dans tous nos restaurants.
Et comment il s'organise concrètement notre label? Eh bien, il y a des audits qui sont annuels, qui sont réalisés par un auditeur EcoCert sur site. Donc, ça vous permet de fiabiliser les données et d'avoir des données qui soient contrôlées par un organisme externe selon notre référentiel que je vais vous présenter. Et donc, ce référentiel, il est exigeant et il est disponible en ligne. Donc, si vous avez des questions sur le référentiel ou si vous voulez aller un peu plus loin, tout est disponible en ligne. Vous avez tous les critères. Je vous donnerai le lien si ça vous intéresse pour le télécharger. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est que je vous présente très rapidement le cahier des charges avec le focus du coup sur le plastique. Et donc pour vous dire un peu, en fait, il y a un cahier des charges aujourd'hui, il y a une version qui est actuelle jusqu'en 2023, donc c'est la version qui a été créée en 2013 par notre label. Et il y a une version qui va évoluer en 2023 parce qu'il y a la loi Egalim, parce qu'il y a plein d'exigences sur notamment les produits ultra transformés, le plastique. Donc en fait, notre label est en train d'évoluer. Il est rédigé par un comité de labellisation, ce label, où il y a des experts, des chefs, des élus, des représentants du coup de parents d'élèves. Donc on veut représenter toute la restauration collective pour faire évoluer, voilà, et fixer des règles et des objectifs un peu vers cette transition écologique pour tous les restaurants qui souhaitent s'engager dans le label. Donc si je fais un petit focus sur la version actuelle, donc qui est actuelle jusqu'en janvier 2023, vous voyez en fait que dans notre label, on a 3 niveaux de labellisation sur 4 domaines. Donc l'introduction de produits bio, les produits qui sont bio et locaux, on va regarder tout ce qui est sain, donc la qualité nutritionnelle des repas, et le volet développement durable. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les critères, je vais juste vous montrer du coup le focus sur le développement durable. Donc, c'est dans cette partie-là que nous regardons tout ce qui est aspect plastique. Et donc, aujourd'hui, le critère plastique, il est traité en niveau 2, où on va demander à tous les établissements qui s'engagent dans la démarche de faire du tri sélectif, donc en fonction de ce qui est possible de faire, ce que la collectivité vous permet de faire, évidemment, et aussi d'avoir des actions écologiques qui peuvent être donc choisies par l'établissement. Donc, ça peut être, par exemple, limiter le recours à la vaisselle jetable ou en plastique non réutilisable. Donc là, je précise que c'était le cahier des charges en 2013. Hein. Vous verrez, la prochaine version est plus costaud, si je peux dire. Et puis ensuite, en niveau 3, on a tout ce qui est batterie de cuisine et vaisselle de service qui doivent être réutilisables. Donc, c'est une vaisselle plus écologique ou en matière recyclée, recyclable ou biodégradable. On a aussi tout ce qui est batterie d'ustensiles de cuisine qui ne doivent pas contenir d'aluminium ni de PTFE. Et ensuite, donc l'utilisation de contenants en polycarbonate, polystyrène et PVC destinés au contact alimentaire est interdite. Donc ça, c'est pour le niveau 3. Je vais aller rapidement et plutôt me focaliser sur le prochain référentiel, qui va être applicable en 2023. Vous voyez ici les nouveaux critères, niveau 1, niveau 2, niveau 3. On reste toujours sur les 4 domaines d'activité, et puis on devient plus exigeant sur le bio, sur le local, sur tout ce qui est produits cuisinés. Donc nous, on attaque les produits ultra transformés, on parle de cuisine faite à partir de produits bruts ou peu transformés. On va augmenter les exigences sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, le diagnostic des polluants. Et concernant donc du coup le plastique, la position d'EcoCert, en fait, aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a réchauffe, dès qu'il y a chauffe avec le contact alimentaire, du coup, il y a risque de migration et du coup, il y a risque pour la santé. Donc, on va interdire tous les plastiques où il y a réchauffe alimentaire. Sachant qu'on travaille avec Agores, avec un plus bio, et on est vraiment en attente là, du prochain livret blanc, comme tout le monde, d'Agores, pour savoir un peu vers où aller, sachant aussi que aujourd'hui, on essaie de fixer des règles sur cette transition-là. On sait que c'est très compliqué pour les restaurants et on sera toujours en position pour l'instant d'accompagnement. Donc, c'est des critères qui vont peut-être évoluer selon voilà, ce qui va sortir du livret blanc. Mais sachez voilà, que qu'on est vraiment dans une démarche aujourd'hui d'accompagnement et une démarche volontaire pour aller sur ce label-là. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec le plastique sur le niveau 1. Donc, le premier critère pour le plastique, c'est le critère numéro 9, où on va vous demander, en fait, demander aux établissements qui veulent entrer dans le label, d'identifier les substances chimiques potentiellement nocives dans tous les restaurants pour limiter l'exposition sanitaire.
Donc ça, c'est en fait une petite évaluation, un petit diagnostic qu'on a créé en annexe de notre référentiel pour essayer en fait de voir où peuvent être potentiellement toutes les substances chimiques présentes dans votre restaurant. Donc c'est pour vous aider. On a listé, c'est pour vous aider, d'essayer de voir dans la vaisselle de service où est-ce qu'il peut y avoir des substances, le transport, la liaison chaude, la cuisson, l'usure, l'emballage alimentaire ou les ustensiles. Donc ça, c'est un diagnostic qu'on demande de réaliser pour les établissements en niveau 1 concernant le plastique. Donc là, je fais vraiment un focus que sur la partie plastique. Hein. Donc pour le niveau 1. Ensuite, pour le niveau 2, le critère numéro 19, donc lui, il est pareil, spécial pour le plastique. Là, on va demander de limiter les plastiques en cuisine et en salle de restauration. Pareil, il y a une annexe spéciale pour ça. Donc, on interdit les matériaux plastiques pouvant être utilisés à chaud, donc les assiettes, barquettes, ustensiles, poches de cuisson, pour la cuisson et la remise en température et le service. Le deuxième point, on va interdire les moules silicone de grade non indiqué platinium et toutes les poêles anti-adhésives pouvant encore contenir du PFOA. La troisième, on parle du sujet controversé des barquettes biosourcées. Comme vous disiez, en fait, nous, on se positionne sur les cuisines en fait, qui ont fait le choix de partir sur ces barquettes en niveau 2. On va les accepter parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de substitution. Toutefois, on va demander qu'il y ait une étude qui soit faite en cours. Donc ça va dépendre aussi des études scientifiques qui vont sortir pour pouvoir se passer de ces barquettes-là assez rapidement. Mais toujours en fonction de ce qui est possible ou pas par rapport aux collectivités et aux restaurants, évidemment. On va tolérer en niveau 2 l'utilisation de contenants en matière plastique pour d'autres usages. Donc, par exemple, le stockage ou l'épicerie sèche sera toléré. Et ensuite, une petite aparté, donc là c'est plutôt sur la gestion environnementale des déchets, mais c'est aussi intéressant de le mettre en avant, c'est qu'on va demander des actions de mise en place de réduction à la source de déchets, et aussi la mise en place, toujours pareil, du tri et du recyclage selon le type de déchets et des possibilités, comme je vous disais, qui sont offertes par la collectivité. Ensuite, donc au niveau 3 du label, là, on va devenir plus strict. En fait, on va demander la limitation des plastiques en cuisine et salle de restauration avec aucun contact alimentaire chaud, donc service, cuisson et réchauffe, qui soit réalisé dans des contenants autres que verre, inox et porcelaine. Donc, c'est un grand pas qu'on demande de faire pour nos restaurants, et notamment on a beaucoup de cuisines centrales qui sont labellisées aujourd'hui en niveau 3, donc ça fait des gros changements structurels qu'on demande. Donc évidemment, comme je vous disais, on sera en position d'accompagnement et notre référentiel pourra aussi évoluer en fonction de ce qui va être proposé. Il y aura aussi l'interdiction des contenants plastiques, bioplastiques, cellulose ou issus de fibres végétales agglomérées. Et donc, parce qu'on sait qu'en l'état actuel des connaissances et de la réglementation, l'innocuité de certains additifs relargables par ces matériaux reste à démontrer. Ensuite, on va demander en niveau 3 un emballage de verre pour la majorité des huiles et des conserves. Donc en niveau 2, c'était toléré, puis en niveau 3, on va demander que ce soit la majorité. Donc voilà, je suis allée très rapidement sur ce cahier des charges. Vous voyez qu'il y a 4 domaines, 3 niveaux. On traite, dans ce nouveau référentiel, on a souhaité traiter de la production jusqu'à l'assiette des convives. Donc on va regarder tout ce qui est politique d'achat pour les produits bio, les produits locaux, la qualité nutritionnelle des repas. On va jusqu'en salle de restauration, en restaurant satellite ou en salle de restauration. On va dans les cuisines. Donc on audite un peu partout pour regarder en fait l'état des lieux et où vous en êtes par rapport à cette transition et par rapport aussi aux critères du référentiel. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a un peu plus de 2600 restaurants qui sont engagés dans la démarche EcoCert en cuisine. Donc, c'est une démarche partout en France. On a majoritairement aujourd'hui des niveaux 1 qui sont engagés, des niveaux 2, des niveaux 3, même des niveaux 3 excellence, donc des niveaux 3 qui ont engagé qui ont plus de 80% de produits bio dans les restaurants. Et par catégorie de clients, donc c'est majoritairement des crèches, des écoles, des crèches et des collèges qui sont engagés dans cette démarche-là. Voilà, et donc comme je vous disais, pour finir, si vous souhaitez aller plus loin ou voir tous les critères du référentiel, n'hésitez pas à télécharger le cahier des charges qui est sur notre site internet, donc labelbiocantine.com.
Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Alors, donc, je vois pas de main levée. Par contre, en effet, hein, je vois que la question a à nouveau été posée. Toutes les présentations des intervenants seront partagées à la suite de la journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions spécifiques sur le label EcoCert. Moi, j'en avais au moins une. J'ai vu qu'il y avait 3 niveaux 3, a priori, en région PACA. Si je ne me trompe pas, vous sauriez quelles sont ces collectivités? Alors là, de mémoire, en fait, vous avez la carte en ligne sur Label Biocantine. Vous avez tous les restaurants qui sont labellisés. Ok. On a une autre question. Effectivement, c'est de savoir si vous pourront avoir les critères du label cuisine sur la version de 2023. Oui, alors je vois la question. Carpentras est en action pour le label 2 d'ici là. Ok. En fait, juste pour vous dire, on a mis en place un plan de transition parce que là, comme je vous disais, il y a 2600 restaurants qui sont engagés dans la démarche. Donc, on les a tous formés sur l'année aux nouveaux critères du référentiel. Il y a eu plein de sessions de formation. Des formations du coup pour nous labelliser aussi pour les gens qui voulaient s'engager dans la démarche et voir vers où aller en 2023. Donc du coup, Michel Blanchard, c'est ça, voilà. Si vous voulez faire une séance de formation ou voir tous les critères, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer votre mail et je reviendrai vers vous et on fera une session avec tous les critères point par point, si vous voulez, selon le niveau de labellisation. Ok, super, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on est un petit peu en avance, mais je vous propose de continuer à avancer, comme ça on aura un petit peu plus de temps par rapport au tour de table de la fin de matinée. Du coup, je vais donc introduire un petit peu Béatrice Magnier qui est là. Merci d'être présente également, donc de l'association Élémentaire. Cette association a publié un guide qui est à destination au départ donc des organisateurs de manifestations qui sont basés dans le sud-ouest. Elle nous expliquera ça en détail et qui souhaitent avoir recours à une prestation de lavage de contenants réutilisables. Donc cette année, dans le cadre de la mission générale zéro déchet plastique de la RBE, on a travaillé avec nos partenaires spécifiquement sur le sujet des éco-manifestations et du coup on a étudié quelles étaient les solutions aujourd'hui qui étaient disponibles pour que lorsqu'on a des manifestations d'ampleur culturelle, sportive, on puisse avoir le moins de déchets plastiques produits et le moins d'usage unique possible. Donc voilà, ça a été l'occasion de créer un lien avec l'association Élémentaire qui a fait un guide très bien fait et ça permet aujourd'hui donc de vous indiquer, comme on l'a introduit un petit peu tout à l'heure dans l'échange précédent avec le travail d'Agores, ce qui se dessine petit à petit sur les territoires comme la solution pour pouvoir passer tous ensemble aux réutilisables donc aux contenants réutilisables, c'est qu'on voit se déployer ce qui n'existe pas dans notre région mais qui existe déjà ailleurs. Ce sont des plateformes donc publiques ou privées ou associatives mutualisées de lavage. On voit que c'est en mutualisant entre différents acteurs, type les organisateurs de manifestations, les cantines scolaires, les restaurations qui font de la vente à emporter, etc., qu'on pourra permettre à des acteurs, soit publics, soit privés, soit associatifs, d'avoir un modèle qui sera viable et d'avoir surtout une activité pérenne dans le temps au niveau d'une année calendaire. Voilà, donc elle va nous présenter son outil, l'expérience sur son territoire, et puis après, n'hésitez pas à rebondir pendant les échanges. Je vais donc partager la présentation. Donc, bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que la connexion est bonne avec l'image ou pas? Pour l'instant, ça va, donc pas de souci. Ok. N'hésitez pas à me dire si ça ne marche pas, que je puisse couper la vidéo. Voilà, donc comme Claire le disait, aujourd'hui on va parler de comment installer une plateforme de vaisselle réutilisable sur son territoire, parce que nous, c'est ce qu'on a mis en place, mais on va le voir dans plateforme de vaisselle, il y a aussi plateforme de lavage, puisqu'on a ces deux activités dans la même plateforme. Un petit mot sur Élémentaire, avec la diapo d'après. Donc Claire, si tu peux passer la diapo. Voilà, merci. Élémentaire, c'est une asso qui est née en 2008
à Toulouse. Ça fait donc 13 ans aujourd'hui qu'on est présent à Toulouse. Et notre mission, c'est de favoriser les pratiques éco-responsables sur les événements en Occitanie. Pour ça, on a 4 pôles d'activité. Le premier pôle, c'est la mutualisation de vaisselle. Et c'est vraiment un des 2 pôles principaux. C'est là-dessus que l'association est née. En fait, au départ, l'association, elle est née en disant on en a marre de voir du jetable sur tous les événements, ce qui était vraiment le cas en 2008. Et donc, on va acheter un stock de gobelets qu'on prête à tous les organisateurs d'événements qui le veulent. Ils nous les rendent, on les lave et on les reprête à d'autres organisateurs. Donc, on est vraiment né de cette idée de mutualiser de la vaisselle. Petit à petit, on a développé ce projet de mutualisation. On a investi donc dans un outil de lavage. On est passé sur des gobelets à de la vaisselle. On a des assiettes, des couverts, des pichets, des barquettes. On a différents types de vaisselle. Donc, on a vraiment développé ça. Et puis, voilà, on le verra, on l'a ensuite développé sur un autre territoire dans le département du Gers. Et aujourd'hui, on a envie de pouvoir essaimer ce modèle ailleurs. Nos autres pôles d'activité ont fait de l'accompagnement des organisateurs d'événements, donc pour mettre en place une démarche éco-responsable, accompagnement individuel et collectif. On fait des formations aussi, toujours sur cette thématique, et des ateliers d'éducation au développement durable adressés au grand public. J'ai mis quelques chiffres clés ici sur l'année 2019, qui est la dernière année vraiment représentative de notre activité, parce qu'en 2020, évidemment, c'est une activité qui s'est un peu écroulée et qui repart, cela dit, en 2021 et qui repart bien même depuis septembre. On avait prêté 392 000 gobelets, 700 pichets, 25 000 assiettes et puis 38 000 couverts. Je ne vois pas le dernier mot, mais je crois que c'est ça. Voilà, et évidemment, ça ne correspond pas du tout à notre stock, vous le verrez dans le guide, mais notre stock de gobelets, il est autour de 30 000 gobelets, notre stock au maximum, hein, quand on, voilà. Notre stock de pichets, il est autour de 150, le stock d'assiettes, il est autour de 3 000. Donc, ça montre la réutilisation de tous ces articles. Alors, sur la diapo suivante, je dis pourquoi une plateforme de vaisselle. Alors, donc nous, ça fait donc 12 ans, 13 ans presque qu'on mutualise de la vaisselle et qu'on gère une plateforme. Et on voit vraiment que c'est une solution efficace, pérenne, pratique pour réduire les déchets des événements. Alors, c'est vrai qu'on s'est concentré sur les événements parce que, par exemple, les festivals de musique, ils ont lieu une fois par an. Donc, pour les organisateurs, ils ne peuvent pas mettre en place un outil de lavage pour… Claire, on ne voit plus ton diapo là. Ouais. Merci. Donc, attention juste aux participants parce que vous avez la possibilité de partager votre écran. Donc, évitez parce que sinon, on va partager vos mails également. Pardon, pas de souci. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'adresse aux organisateurs d'événements parce que ça a la particularité d'avoir lieu 1 ou 2 fois par an et donc ils ne peuvent pas eux-mêmes investir dans de la vaisselle pour 2 fois par an, c'est pas utile et c'est vraiment différent de ce qui se passe en restauration collective quand on doit cuisiner tous les jours où là, voilà, il n'y aura pas le même intérêt peut-être à mutualiser de la vaisselle, mais par contre, on va le voir, mutualiser l'outil de lavage lui-même, ça c'est vraiment pertinent. Et nous, c'est ce qu'on a développé aussi. Donc, on mutualise non seulement la vaisselle, mais également notre outil de lavage. On va le voir juste après. Voilà, donc nous, sur notre plateforme, on a mis en place tout un système pour répondre au principal frein dans l'utilisation de la vaisselle jetable, qui est donc le lavage. Donc, les gens peuvent réserver en ligne, on prépare une commande dans des caisses hermétiques, donc le nombre d'assiettes, de gobelets, de couverts qu'ils veulent. Ils viennent chez nous chercher leur matériel. Et donc, on voit bien un des freins tout de suite, c'est le transport. Parce qu'évidemment, une plateforme comme ça aura une portée assez limitée, puisqu'il faut que les gens viennent jusque chez nous pour récupérer le matériel. Et même si nous, on peut livrer, on ne va pas les livrer à 150 km, 200 gobelets, c'est pas pertinent. Ensuite, ils nous ramènent la vaisselle, on la lave et on la met à sécher, on la reconditionne. Et donc, c'est un vrai service clé en main puisqu'ils n'ont qu'à rincer les gobelets rapidement sur l'événement. Et ensuite, c'est nous qui nous occupons de toute la logistique autour.
Donc ensuite, quand on a écrit ce guide, on a essayé de réfléchir à quel territoire était le plus pertinent pour avoir un outil de lavage ou une plateforme. Donc, nous, on a une plateforme à Toulouse et on a géré donc, pendant 3 ans une plateforme dans le Gers en partenariat avec le syndicat de gestion des déchets qui s'appelle Trigone. Et ce qu'on a constaté, c'est que les emprunteurs font, on va dire, entre 20 km quand c'est des petits, jusqu'à maximum 20 km pour des petits événements et maximum 50 km pour des gros événements qui vont prendre 2000, 3000 gobelets pour emprunter de la vaisselle. Au-delà de ça, ils ne sont pas prêts à faire ce trajet. On n'a pas mis en perspective l'impact carbone du transport et l'impact carbone des déchets. Une des raisons, c'est que quand on parle de supprimer les déchets, notamment les déchets plastiques, l'impact, il ne peut pas se mesurer vraiment avec le bilan carbone parce qu'il est sur d'autres sujets comme la préservation de la biodiversité, ça, qui ne se mesure pas en bilan carbone. Voilà. Où sont les autres plateformes de vaisselle, évidemment, et puis les éventuels financements, parce qu'on sait bien que si c'est une collectivité qui finance le projet, et ben, bien souvent, elle va se limiter au territoire à son propre territoire, quoi. Alors que nous, on a cette chance de ne pas être financé par une collectivité, et donc on peut ouvrir notre plateforme à tous les gens, à tous ceux qui veulent, sans limite géographique, dans cette ville, c'est possible, dans la ville d'à côté, ça l'est plus. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'une intercommunalité, ça semble être à peu près une bonne échelle. Par exemple, dans le Gers, la plateforme était à Auch et donc c'était à l'échelle d'un département. Et ben, ceux qui étaient à l'autre bout du département, c'était trop loin pour eux. Donc, on a eu quelques gros événements justement qui sont venus, mais tous les autres, ils nous ont dit, ben non, on ne va pas faire tous ces kilomètres pour aller chercher c'est trop de temps perdu, ça. Voilà. Et ce que je disais, de faire attention à pas forcément restreindre l'utilisation de cet outil à des limites géographiques très précises. Si on peut l'ouvrir au maximum, c'est vraiment plus pertinent. Voilà. Et donc, une plateforme pour qui? Donc ça, nous, on l'ouvre aux organisateurs d'événements. Donc, c'est essentiellement des associations, des comités des fêtes, des écoles qui organisent des fêtes d'école, des carnavals, des spectacles de Noël, des entreprises, des CE qui ont la journée de ci, la journée de ça, les CE qui font des événements et tout ça et qui viennent nous emprunter de la vaisselle ici à Toulouse. Et c'est aussi ouvert aux particuliers. Alors moi, je l'ai mis en point d'interrogation en se disant, c'est des questions à se poser. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'ouvrir cette plateforme à des particuliers, à des entreprises et ça, évidemment, c'est pas pareil quand on a un acteur public, un acteur privé ou quoi. Ce que je pense là sur cette journée, c'est de se dire que, peut-être si on revient juste à la diapo d'avant, donc ce que Claire disait un peu en introduction, en fait, mutualiser son outil de lavage, ça va être intéressant pour la restauration collective, pour les organisateurs d'événements qui vont pouvoir peut-être partager cette même plateforme de lavage. Et puis, pour tous les projets autour de la réduction des déchets aussi, par exemple, s'il y a des projets de boîtes consignées chez les restaurateurs qui font de la vente à emporter, c'est pertinent pour eux de pouvoir mutualiser. Enfin, ils ont aussi besoin d'un outil de lavage. Donc, de pouvoir ouvrir encore une fois cette plateforme de lavage à différents types de projets et différents types de structures. Un petit point qui n'est pas écrit là-dedans, c'est que ce n'est pas le même outil pour laver des bouteilles et tous les contenants que nous, on lave. Donc, les bouteilles, ça nécessite un outil vraiment différent. Voilà, donc si on en vient sur la suite, les structures qui peuvent être amenées à porter ce type de projet, donc nous, on a identifié les syndicats de déchets comme étant des potentiels porteurs. Il y en a pas mal qui gèrent déjà des gobelets, notamment un service de gobelets réutilisables qui mutualisent sur leur territoire. Donc, pourquoi pas aller vers vraiment de la vaisselle, en plus des gobelets et la gestion d'un outil de lavage. Parce que ceux qui traitent des gobelets, bien souvent, ils ne les lavent pas. Ils ne proposent pas de service de lavage. Donc, ils demandent à ce qu'ils soient ramenés propres et secs, ce qui pose des problèmes. Des associations, évidemment, peuvent être amenées à porter ces projets, des collectivités. Les ressourceries aussi, il y en a plusieurs qui ont déjà un outil de lavage pour laver toute la vaisselle, notamment qu'elles récupèrent et qu'elles remettent à la vente. Et donc, cet outil de lavage pourrait être mutualisé pour ouvrir sur d'autres types de projets. Et puis, en région Occitanie, on a des partenariats collectivités ESAT ou syndicats de déchets ESAT qui fonctionnent très bien.
Nous-mêmes, on a pendant plusieurs années fait laver la vaisselle dans un ESAT, donc par des travailleurs en situation de handicap qui proposaient de la restauration le midi eux-mêmes et qui avaient quelques heures en plus en fin de journée pour laver notre vaisselle. Aujourd'hui, on a gardé ce partenariat, mais l'outil de lavage, il est dans nos locaux, mais on a une personne de l'ESAT qui vient chez nous à la demande pour nous donner un coup de main sur toute la partie logistique. Et pour pouvoir gérer une telle plateforme, c'est important que ce soit une structure déjà employeuse qui porte ça, parce que c'est difficile d'avoir toutes les tâches que ça nécessite qui reposeraient sur un salarié unique. Entre la préparation des commandes, le lavage, la facturation, la gestion du projet, la communication sur ce projet, c'est beaucoup de compétences différentes et donc le mieux, c'est qu'elles puissent reposer sur différentes personnes au sein d'une même structure. Et bien sûr, c'est d'avoir un local à disposition. Ici, on a mis minimum 50 mètres carrés. Voilà, c'est ce qui nous semble raisonnable pour pouvoir démarrer une activité. Alors là, on est sur du matériel où on a une machine à laver, donc à capot, un grand évier et un espace de séchage. Mais on n'a pas une machine avec un tunnel de séchage. Donc, pour les gobelets et pour la vaisselle en plastique, puisque nous, on a des gobelets réutilisables, ceux que vous connaissez, qu'on appelle fréquemment les éco-cups, ils sortent tout mouillés et donc, il faut les mettre à sécher en pyramide. Et je dis ça parce que souvent, on nous demande, est-ce qu'on a investi dans un tunnel de séchage? C'est différent, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus cher et c'est un investissement vraiment... je dirais, différent sur un territoire et qui peut être intéressant aussi, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, donc les principaux impacts attendus d'une telle plateforme, il y a les impacts un peu qui sont classiques, on va dire, ceux qui sont vraiment attendus. Évidemment, c'est pour réduire les déchets des événements et là, pour réduire les déchets de la restauration collective. Et puis, on voit aussi qu'avec de la vaisselle mutualisée, on réduit l'impact carbone de la vaisselle. Donc ça, on le montre dans notre guide, on met la source qui dit qu'il y a eu des analyses de cycle de vie des différents types de gobelets et on émet 4 fois moins de CO2 avec des gobelets réutilisables qu'avec des gobelets jetables sur l'ensemble de leur cycle de vie. Et puis, les impacts qui sont peut-être moins attendus, c'est qu'avoir une plateforme finalement de lavage mutualisé, c'est ce que je disais un peu, ça permet de faciliter le développement d'autres projets de réduction des déchets qui nécessitent du lavage. Donc à Toulouse, par exemple, nous on avait investi élémentaire dans cette plateforme de vaisselle pour les organisateurs. Et puis donc il y a un nouveau projet qui est né qui s'appelle Emboîte le plat et qui voulait consigner des boîtes en verre pour mettre à la disposition des restaurateurs qui font de la vente à emporter. Et quand ils ont commencé, ils voulaient faire une première expérimentation. Donc, ils avaient besoin d'un outil de lavage. Ils sont venus vers nous pour nous dire, est-ce qu'on peut utiliser votre outil de lavage pour notre expérimentation? Et je pense que si on n'avait pas été là, ça aurait été plus compliqué pour eux de pouvoir développer ce projet facilement. Voilà. Donc là, ils ont pu expérimenter. Depuis, ça a vraiment énormément pris d'ampleur. Aujourd'hui, les boîtes, elles sont toujours lavées chez nous parce qu'on ne lave pas toutes les boîtes. Il y en a, la plupart, elles sont lavées, elles sont réutilisées directement par les restaurateurs, c'est eux-mêmes qui gèrent. Voilà, on pense qu'il y aura une limite à ça. Le jour où ils vont exploser, servir tout Toulouse, on ne sera plus en capacité de tout laver. Mais en tout cas, on a vraiment favorisé ce type de projet. Et en fonction des territoires, nous, c'est Toulouse, donc c'est une grosse ville, évidemment. Mais sur peut-être des plus petits territoires, ça peut être des projets qui soient viables tout le temps de partage et de mutualisation. Et enfin, on peut imaginer de mutualiser d'autres choses. Par exemple, nous, on a une plateforme de mutualisation donc de vaisselle, mais du coup, on mutualise aussi du matériel de tri des déchets pour les organisateurs. On loue des lave-verres, des petits lave-verres que les organisateurs peuvent utiliser pendant les 3 jours de leur festival pour réutiliser un peu leur stock. On se pose la question de mutualiser des gourdes, de mutualiser des systèmes de distributeurs d'eau pour les organisateurs d'événements. Donc voilà, on a déjà un outil logistique qui est en place et qui nous permet de développer d'autres choses. Le modèle économique, je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que donc, nous, on est une association. Donc, c'est forcément des modèles économiques différents de ce qu'on va pouvoir trouver dans des collectivités. Mais c'est juste pour dire que notre plateforme, aujourd'hui, elle est à l'équilibre financier et elle marche sans subvention. Dans le guide, vous retrouverez
notre budget d'investissement et notre budget de fonctionnement avec les dépenses et les recettes aussi. Ce qu'on met en avant, c'est qu'on a développé quelques activités annexes pour nous permettre d'être à l'équilibre. Comme justement, on lave d'autres contenants, donc ces fameuses boîtes consignées par exemple. On a lavé aussi de temps en temps des choses pour les biocopes, les bacs à vrac qui sont dans les biocopes. Voilà, on a vraiment mutualisé cet outil de lavage. On fait de l'éco-régie sur événement, donc on vient gérer sur certains festivals toute la partie vaisselle pour les différents food trucks qui sont installés, tout ça. Donc ça nous permet de développer d'autres sources de revenus sur cette plateforme. Voilà, et peut-être un dernier mot pour dire, donc dans le guide, il est organisé en 11 fiches pratiques. Première chose, il y a le lien juste après, mais il est téléchargeable librement sur notre site internet. Il y a donc 11 fiches pratiques où on retrouve des choses vraiment très opérationnelles aussi. Donc un peu ce que je vous ai présenté, mais aussi comment choisir le matériel de sa vaisselle. Nous, on a fait le choix, je l'ai dit, du plastique dur et lavable, parce que c'est moins lourd à porter, parce que sur des gros événements comme des gros festivals de musique, il y a des questions de sécurité, donc il faut que ce soit incassable, léger, tout ça. Ça peut être des choix différents, mais dedans, on présente les pour et les contre du verre, bien sûr, du plastique, de la faïence, du polycarbonate, de différents types de matériaux. Quel matériel nous on a choisi pour la laverie? Voilà, à chaque fois, on part quand même de notre expérience en disant on n'a pas la science infuse sur ce sujet. On ne peut pas dire dans tous les cas, voilà la meilleure solution. Mais en tout cas, on vous partage comment nous, on fonctionne et un peu nos trucs et astuces pour avoir réussi à mettre ça en place. Et puis, l'envie, c'est vraiment que chacun se saisisse de ce sujet et puisse revenir discuter avec nous ou à partir des conseils qu'on va y mettre, puisse développer son propre projet qui sera forcément propre à chaque structure. Et les dernières fiches pratiques, les suivantes, c'est autour du système de gestion, comment organiser le lavage, le séchage, quelques pistes pour chercher du financement pour ce type de projet. On a une fiche sur les normes d'hygiène pour une plateforme de lavage, en sachant que c'est assez particulier parce que comme nous, on n'a pas de nourriture qui rentre dans notre structure, on n'est pas soumis aux mêmes normes qu'aux normes de la restauration. Quand bien même les articles qu'on lave, ils seront en contact avec la nourriture, le fait que dans notre local, on n'ait pas du tout de nourriture, on n'est pas soumis aux mêmes normes, mais on a quand même des conseils autour de la norme HACCP, bien sûr. Je vois que quelqu'un a partagé son écran. Et un petit rappel sur la réglementation en termes de vaisselle jetable. Voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai avec plaisir, ou en tout cas de pouvoir échanger aussi avec vous sur comment qu'est-ce que vous pensez pouvoir mettre en place sur vos territoires, peut-être pour répondre à ces enjeux de mutualisation d'un outil de lavage, pour répondre à ces besoins. Merci Béatrice pour cette intervention. Là, vous l'avez compris, j'imagine. L'idée, c'était qu'on s'ouvre un peu sur différentes perspectives, hein, sur des choses qui n'existent pas encore forcément sur nos territoires. Mais voilà, il faut aussi profiter qu'on soit en la présence de l'ADEME, on travaille avec la région chez nous. Derrière, on pourra imaginer peut-être des choses pour vous aider si jamais ce sont des projets qui vous intéressent. On voit que la solution est là, en tout cas, hein, de passer sur du réutilisable et de la mutualisation. C'est gagnant pour tous les critères. Et puis, peut-être, moi, ce qui me semble intéressant aussi, c'est vraiment l'emploi local aussi potentiel à créer avec ce genre de projet, de solution, plutôt que d'aller acheter des contenants réutilisables qui viennent de l'autre bout du monde, enfin à usage unique, je veux dire, de manière répétée, avec un renouvellement hyper important. Là, on crée une solution qui peut aussi créer de l'emploi durable et potentiellement des partenariats avec aussi tout le côté social, les ESAT, etc. Ce sont des activités qui sont appropriées. Donc voilà, ça peut être des opportunités vraiment, en tout cas, à valoriser auprès des citoyens. Je pense que ce ne sera pas des projets compliqués pour que les citoyens comprennent le sens. N'hésitez pas si vous avez des questions avant qu'on... Voilà, encore merci Béatrice pour ton intervention. Avec plaisir. Aurélie, je pense qu'il n'y a pas de questions. Ce que je vous propose... Il n'y a pas de questions en effet. Ce
Par contre, effectivement, il y a des personnes qui doivent nous quitter parce qu'ils doivent faire le service. Donc voilà, on espère les retrouver cet après-midi. Et oui, bien sûr. À tout à l'heure. Du coup, on va passer sur la dernière intervention, enfin le dernier outil présenté aujourd'hui donc par nos intervenants extérieurs. Je vais laisser la parole à Alix Kuznets de l'association Écosciences Provence, qui est une association avec qui on travaille depuis un petit moment maintenant, qui est très présente voilà, dans notre région sur des solutions innovantes. Donc, je vais te laisser la parole, Alix. Tu partages ton écran. L'idée, donc, ce sera vraiment de vous présenter là des outils qui peuvent vous aider dans vos choix d'alternatives maintenant. Alors, volontiers, est-ce que vous voyez bien mon écran? Si je suis pas en mode présentation, mais est-ce que ça fonctionne pour vous? Déjà, est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, ça a l'air de fonctionner. Ouais, c'est bon. Ok. Bonjour, du coup, je suis Alix Kuznets, coordinatrice développement au sein de l'association Écosciences Provence. Écosciences Provence est basée dans le Var, c'est une association qui a 15 ans. On est à Brignoles, mais on travaille sur la France entière et puis même en dehors. Nos thématiques privilégiées sont la prévention des déchets et l'économie circulaire, la consommation durable et également l'accompagnement au changement de comportement. Nos partenaires, voilà, j'ai mis quelques exemples de partenaires privilégiés ci-dessous, et je vais vous parler juste de quelques projets importants, enfin les projets phares de l'association. Donc on travaille sur le retour de la consigne des bouteilles de rosé de Provence, donc le projet la consigne de Provence. On collecte et on réalise le lavage des bouteilles de rosé. On a un autre projet Cabache qui est en fait la réalisation de sacs cabas à partir des bâches publicitaires événementielles. Ces sacs sont cousus dans un atelier d'insertion à Brignoles et distribués après chez un réseau de commerces locaux. Troisième projet, Mon Resto Responsable. Alors là, on est référent en tant que partenaire de la Fondation Nicolas Hulot, on est référents régionaux. C'est une démarche que vous connaissez peut-être parce qu'elle s'adresse à la restauration collective, donc tous les types d'établissements collectifs. Elle est complémentaire de EcoCert, hein, c'est autre chose, c'est une approche, voilà, une démarche que vous pouvez mener dans votre établissement de façon autonome pour progresser dans vos pratiques éco-responsables. Vous êtes guidé à toutes les étapes de la démarche. Ça, je vous laisse aller voir le site internet si ça vous intéresse. Et puis, on a un autre projet qui est le programme Commerce Engagé, donc sur lequel on travaille depuis plusieurs années, plus de 10 ans, qui est donc un accompagnement des commerçants et qui se déploie maintenant aussi auprès des restaurateurs et des producteurs vers des gestes éco-responsables. On a un réseau en France et à Monaco de près de 600 acteurs engagés. Alors, ce n'est pas Écosciences qui accompagne sur tous les territoires où on a formé des structures locales. Vous voyez, tous ces projets, en fait, ils ont un dénominateur, enfin, ils ont plusieurs dénominateurs communs, mais en fait, ils nous ont amenés à nous poser des questions sur la lutte contre le déchet plastique et la prise de conscience sur ce sujet, mais aussi quelles alternatives on peut trouver. Nos commerçants régulièrement nous disent « moi j'ai trouvé une solution, c'est super, regardez, c'est vertueux, c'est bon pour la planète, etc. » Comment est-ce qu'on pouvait les accompagner? On a fait le tour un petit peu des alternatives existantes. Alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites ce matin, donc je vais aller vite, hein, ne vous en faites pas. Voilà, il y a des exemples d'alternatives, celles-là on les trouve assez sympathiques. Dans l'usage unique, c'est les alternatives comestibles, parce que vous trouvez depuis le chocolat, le biscuit, le sucre, la fibre de pomme, voilà, toutes sortes d'alternatives qui peuvent être à usage unique, qui peuvent être intéressantes pour un événement, pour un moment particulier. Bon, c'est plutôt pour un clin d'œil. Après, on a les alternatives naturelles, brutes, je dirais en matériaux non transformés, comme la canne de Provence, le roseau, voilà, vous avez des pailles dans ces matériaux. Des matériaux naturels transformés, alors on trouve maintenant, effectivement, puisque chez les fabricants de plastique à usage unique, bien sûr, se sont tournés vers d'autres alternatives et essaient à toute allure de trouver d'autres solutions face à la réglementation. Donc beaucoup de papier, carton, craft dit sans plastique,
ou avec plastique. Là, vous avez des fourchettes, même des couverts en papier. La bagasse, la pulpe de canne à sucre, voilà, c'est quelques exemples. Le bois, le bambou, mais vous voyez où des petits morceaux sont assemblés, collés entre eux, ou comme dans le gobelet du bas, en poudre, en fibre, donc qui nécessitent d'être assemblés, voilà, à base de canne à sucre transformée, là, de pulpe de canne à sucre, ou même de marc de café. Voilà, c'est quelques exemples. Il y a encore d'autres matériaux, il y a plein de matériaux à base d'avocat, etc., qui sortent. Et puis des alternatives classiques, donc on les a évoquées, je ne vais pas rentrer très en détail dessus. Les matériaux, les métaux. Pour décrypter l'offre du marché, en fait, le premier point qui nous est paru effectivement important, il a été beaucoup souligné ce matin, c'est l'impact sur la santé. L'aptitude au contact alimentaire, c'est un préliminaire obligatoire, bien entendu, mais après, on l'a évoqué, il faut aussi faire attention, et les fournisseurs, souvent, pas toujours, mais indiquent des conditions d'usage. On est clair que des matériaux comme l'aluminium, avec la réchauffe d'aliments acides, est déconseillé. En général, voilà, on a des conditions de stockage, de cuisson et d'usure, de faire attention à l'usure du matériau qui sont importantes. Le risque, effectivement, c'est le transfert de substances vers l'aliment, et dans la composition même des aliments, des articles que l'on veut trouver, on l'a aussi évoqué, mais voilà, on voit le mot, mais parfois ça n'apparaît pas. Vous l'avez vu quand j'ai montré les matériaux en bois assemblés, ben, il faut une colle, il faut une résine, et voilà, pour assembler. À chaque fois qu'on a de la fibre, tout ça ne tient qu'avec une colle, et quel que soit son nom, que ça s'appelle colle ou résine, c'est un matériau plastique. L'étanchéité aussi, on l'a dit, elle est soit sous forme de lamination, c'est une couche, soit parfois ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est pulvérisé, c'est dans la fibre même du carton, mais l'étanchéité, elle est toujours assurée par du plastique. Dans les plastiques, on l'a évoqué, les additifs, je ne reviens pas dessus, et la notion de secret industriel, qui fait que, par exemple, les fabricants de tasses en marc de café qui sont vraiment très chouettes, enfin très agréables à voir et qui sentent bon le café, quand je lui ai demandé quelle était sa résine, comment elle était composée, il me dit secret industriel, je ne peux pas vous dire. Et donc débrouillez-vous avec ça. Donc notre recommandation, bien sûr, c'est d'aller vers des matériaux inertes le plus naturel possible, avec des écolabels aussi, si possible. La fin de vie aussi, ça nous paraissait un critère vertueux de se dire, est-ce que c'est recyclable ? Alors faites attention juste avant de vérifier sur votre territoire que la solution que vous allez trouver est bien acceptée par le centre de tri. Souvent, les emballages ne sont pas acceptés, la vaisselle, les emballages sont acceptés, mais pas la vaisselle. Donc, à vérifier. Deuxième point, le caractère biodégradable. Alors, biodégradable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se dégrade de façon naturelle, sous l'effet des bactéries qui sont présentes voilà, dans un environnement. C'est un terme qui est hyper vague, c'est-à-dire que ça ne dit pas en combien de temps un article se dégrade, ni dans quelles conditions. Et du coup, effectivement, on a l'impression bon pour la planète que du coup on peut le laisser dans la planète n'importe où, c'est faux. Donc ces allégations-là, elles sont interdites au 1er janvier 2022. Mais c'était vraiment quelque chose qui induit régulièrement nos commerçants en erreur. Le troisième point, c'est compostable. Pareil, quand on entend compostable, on se dit ben, ça a l'air chouette, c'est vraiment choisi. Sauf que quand on vous dit compostable tout court, ça veut dire que c'est compostable en usine de compostage industriel, dans des conditions anaérobies, sans air ambiant, à 55 et 60 degrés, entre 55 et 60 degrés. C'est complètement différent d'un composteur domestique bien entretenu où, en le brassant bien, on maintient une température qui est à 20-30 degrés, et c'est encore bien plus différent, enfin, encore plus différent de la nature, du fond de la mer, où les températures en mer Méditerranée stagnent à 12 degrés au fin fond toute l'année, effectivement, donc on ne peut pas avoir une bonne dégradation. Donc le compostable, il induit en erreur aussi, faites très attention à ça. Pour choisir du coup une bonne alternative, effectivement, l'idéal, ça serait d'avoir une analyse de cycle de vie qui fait vraiment le bilan environnemental depuis l'extraction, la production du matériau jusqu'à sa fin de vie, et qui nous dise voilà, ce qui est le plus favorable. Mais on n'a pas ces analyses, on n'a pas ces études pour tous les matériaux, pour tous les territoires, pour tous les articles. Donc on s'est dit à Ecosciences, on va essayer de définir quelques critères simples, de bon sens, qu'on arrive à caractériser relativement facilement.
Donc, 3 principaux. La durée d'utilisation, est-ce qu'on a quelque chose qui est réutilisable? Est-ce qu'il y a quelques utilisations? Ou est-ce qu'on est dans l'usage unique? L'origine géographique, est-ce que c'est la France, l'Europe ou hors Europe? Et les effets sur la santé, a priori, il n'y en a pas, ou il y a un risque potentiel. Et puis, on a des critères secondaires qui ne sont pas systématiquement renseignés, mais est-ce qu'on peut avoir des articles avec des écolabels, on l'a dit, comestibles? Est-ce qu'on a de la matière première naturelle brute, non transformée? Ça se dégradera plutôt mieux, voilà. Et est-ce qu'on a des articles en matière partiellement recyclée? Pour nous, c'est aussi un critère vertueux. À partir de ça, on a fait des petits tableaux en essayant de recenser toutes les alternatives, tous les matériaux réutilisables et tous les matériaux à usage unique. Donc, on a ces 2 petits tableaux. Et vous voyez, on n'a pas une solution qui est parfaite. Par exemple, l'inox, ça c'est très bien sur plein de critères, mais effectivement, pour le moment, la production est essentiellement en Asie. Donc voilà, mais c'est un compromis. Chacun va trouver, on l'a déjà dit aussi, je ne vais pas le répéter, la solution qui lui convient. On a donc réalisé des fiches sur les pailles, sur les couverts, sur les assiettes et sur les verres et gobelets, qui sont sur nos sites aussi, Ecosciences Provence. Et puis, donc ça donne des informations sur le type de matériau pour que chacun comprenne bien ce qu'il y a derrière son matériau et puisse argumenter devant des parents d'élèves dans une école, etc. Enfin, voilà, avoir les infos. Et puis, on a commencé à faire un recensement d'alternatives de fournisseurs voilà, sur les pailles, les couverts et les verres. Ça, c'était une première version. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que là, on a par exemple des pailles en perche qui viennent de Normandie, de la région du Perche, qui sont à base de tiges de seigle. On a recensé le prix, on essaie de mettre une petite caractérisation éthique ou un descriptif du produit. Voilà, vous retrouvez ces infos-là. L'idée, c'est d'aller plus loin dans ce travail, c'est-à-dire qu'on projette en collaboration avec l'Arbre et soutenu par la région et l'ADEME d'aller plus loin, de faire un catalogue plus complet d'alternatives, c'est-à-dire qui englobe aussi la vaisselle à vocation, enfin à destination de la restauration collective. L'idée aussi, c'est d'avoir un parti pris, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un catalogue exhaustif de toutes les solutions qui existent dans le monde, mais cibler vraiment vers des solutions ou des fournisseurs qui nous paraissent recommandables. Voilà, donc ça, c'est les projets pour l'année prochaine. Ouais, j'ai été rapide. Je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie. Alors, je ne sais plus arrêter le partage d'écran. Est-ce que tu sais m'arrêter mon partage? Oui, je vais remettre. Peut-être c'est ça. Ah, voilà. N'hésitez pas, merci Alix pour ta présentation. Du coup, en effet, on est en train d'étudier un travail commun l'année prochaine. Voilà, donc on reviendra vers vous sur ce sujet-là. Mais n'hésitez pas, parce que l'association voilà, a différents projets aussi qui peuvent vous intéresser, hein, comme l'a dit Alix en introduction. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à des alternatives particulières ou autres, c'est le moment. On a une main levée de Monsieur Giraud, c'est ça? Je vous laisse prendre directement la parole. Vous m'entendez? Oui. Alors, c'est Véronique Giraud et Marion Ritter de la commune de Berlétan. On avait une question concernant les contenants réutilisables. On avait une question concernant l'aluminium dont on n'a pas forcément parlé jusqu'à maintenant. On vient de voir, là, vous avez mis en avant c'était réutilisable, mais par contre, ça se déforme beaucoup, l'aluminium. Est-ce que c'est peut-être plus, si j'ose dire, quelque chose qu'on peut recycler, mais réutiliser, ça me paraît compliqué, l'aluminium. Alors, je vous posais la question par rapport à ça, si vous aviez des retours par rapport à ça. Ouais, on a les deux, on a l'aluminium des petites barquettes qui sont effectivement à usage unique, mais vous pouvez trouver des assiettes dans le commerce ou des gobelets qui sont en aluminium aussi, qui sont beaucoup plus rigides et qui sont pour le camping ou des choses comme ça. Mais qui peuvent aussi être une alternative envisagée. Et effectivement, là-dessus, il y a les recommandations nationales de dire effectivement il faut faire attention
ou des plats en aluminium dans lesquels on ferait chauffer par exemple des tomates, c'est pas génial. Il y a un risque de migration et une suspicion de troubles engendrés par l'aluminium de type Alzheimer. On ne sait pas trop, mais effectivement, les recommandations sont d'éviter ça. D'accord, d'accord. Donc l'aluminium plutôt à éviter alors. Ok. Ouais. Merci. Pour des aliments acides chauffés. Pardon. Juste, voilà. D'accord. Merci beaucoup. On a une autre main levée. Alors, je sais qui s'est baissé, mais je ne sais pas, il y avait... Non, c'était moi, c'était pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Nous, l'aluminium, c'est vrai que ce n'est pas une solution qu'on soutient parce que c'est aussi connu pour potentiellement être cancérigène, donc c'est plutôt à éviter. En fait, c'est vrai que nous, on arrive, enfin, je pense que toutes les présentations de ce matin ont été dans le même sens. Il faut du réutilisable. On n'a pas de solution à usage unique à part le comestible, encore une fois, qui est anecdotique, mais on ne peut que prôner de l'usage unique dans aucun cas. Mais c'est vrai que voilà, la transition est compliquée, ça a été suffisamment dit. Mais on est là aussi pour accompagner, effectivement, en proposant une sensibilisation aussi du public. Je ne sais pas si on a évoqué les collectifs cantines sans plastique. Enfin voilà, nous, ça c'est vis-à-vis de la restauration collective, vis-à-vis de la restauration commerciale aussi. On voit qu'il y a une partie de la population qui est quand même sensibilisée sur ces sujets et qui est indignée de voir autant d'emballage autour de nous. Enfin, voilà, vous pouvez interroger n'importe qui, même dans les gens qui ne travaillent pas sur les thématiques environnementales. Il y a aussi cette conscience-là. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en avant en disant vous allez attirer aussi une clientèle par rapport à ça, en changeant ces pratiques. Mais ça n'est pas simple. Je ne vois pas d'autres interventions ni de main levée. Oui, par contre, j'ai vu, Valérie, tu m'as dit, il y avait Mylène Reynaud de la région qui est intervenue tout à l'heure, mais il me semble qu'elle n'est plus en ligne là, donc je me trompe. Mylène, si jamais tu es en ligne, je te propose de prendre la... Je peux t'en remettre ici. Super. Bonjour. Toujours là. Oui, bonjour à tous. Non, c'était juste une petite précision dans le chat que j'ai apportée, en fait, parce que là, sont présentes essentiellement des communes en charge de la restauration collective dans les écoles, au niveau des CCAS. Donc, c'était juste une précision pour vous informer qu'en fait, les EPCI qui ont en charge de la prévention, la collecte et le traitement des déchets sur vos territoires ont en obligation, vous le savez peut-être déjà, mais je voulais juste le préciser, de mettre en place un programme local de prévention des déchets. Et dans ce type de programme, typiquement des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective, mais également tout ce qui est travail de réduction de la vaisselle plastique à usage unique dans la restauration collective, peuvent totalement y être intégrés. Et du coup, voilà, je vous invite, pour celles qui ne sont pas au courant, à vous rapprocher de ces EPCI qui, dans le cadre de ces PLPDMA, doivent constituer une commission d'élaboration et de suivi de ces PLPDMA. Alors certes, il est rare que toutes les collectivités puissent y être présentes, mais à minima, il y a un représentant des collectivités qui se fait l'intermédiaire entre la collectivité et les communes. Voilà. Et dans le chat, donc il y a Christelle Deblé de la métropole Aix-Marseille-Provence qui a partagé le lien pour celui de la métropole. Ok, merci Mylène pour ton intervention. En effet, les plans de prévention sont vraiment des opportunités pour vous en tant que collectivité pour faire remonter vos enjeux à l'échelle de chacune des communes, pour pouvoir surtout mutualiser si vous avez des projets à ce stade qu'il faut penser de manière intercommunale. C'est vraiment le moment, donc n'hésitez pas parce qu'on voit que les opportunités se profilent plutôt à cette échelle-là pour que ce soit viable, que ce soit pour des acteurs publics, privés ou associatifs. S'il n'y a plus de questions... Juste, pardon Claire, excusez-moi, juste peut-être préciser, j'ai l'exemple en tête de certaines collectivités, alors il n'y en a pas énormément parce que on le voit, la réflexion démarre à peine, qui ont lancé des études de faisabilité justement pour mutualiser des installations de lavage via la consigne ou le réemploi de contenants.
Donc voilà, c'est là aussi où ça peut être intéressant, c'est de voir avec ces collectivités, de participer peut-être au rendu ou voir avec elles qu'elles diffusent l'information auprès des communes, voir où en sont ces études de faisabilité. Donc voilà, c'est aussi des projets qui émergent sur les territoires et qui peuvent vous intéresser. Merci Mylène. Je vous propose de clôturer ce moment de partage d'outils, donc avec très rapidement, je vous indique, hop, alors une seconde, au niveau, la RBE a publié voilà, vous allez voir. Donc en fait, la RBE, dans le cadre de sa mission régionale qui nous a été confiée donc, par la région, l'ADEME, l'OFB nous a confié donc, la mission zéro déchet plastique au niveau de l'agence. On s'est rendu compte que vous étiez tout à fait certains et volontaires pour mettre en place des actions. Par contre, souvent, vous manquez d'outils ou vous identifiez pas forcément les solutions qui existent sur votre territoire. Donc, on a publié un guide qui est à votre disposition sur notre site internet, qui est donc construit avec différentes parties. Vous y retrouverez les enjeux, les chiffres clés, ce que je vous ai présenté ce matin, mais vous aurez également 9 fiches thématiques qui sont vraiment spécifiques à chacune des compétences territoriales, que ce soit intercommunales ou des communes. Donc vous avez une fiche dédiée à la restauration collective. Et voilà, je vous ai fait quelques petites captures d'écran de l'affiche. Hein. C'était notamment le directeur du CIVU Bordeaux-Mérignac, donc qui nous a permis d'inclure certaines de ces petites citations dans le guide. Je vous les ai identifiées particulièrement parce que pour moi, c'était les messages clés de ce matin, hein, finalement, qui ressortent de la matinée. C'est bien ça. Il n'y a pas de solution unique. Il faut vraiment adapter à son territoire les solutions qu'on veut se projeter pour supprimer les plastiques. Et le deuxième point, qui n'est pas des moindres, c'est quand même, voilà, ils conçoivent au niveau du CIVU et du groupe Agores l'utilisation de la cellulose, hein, comme ça a été dit, vraiment comme une transition. Ce n'est pas une solution de long terme. Et enfin, nous, on conclut cette fiche thématique avec tous les partenaires qui ont participé à la rédaction de cette fiche. L'idée, c'est vraiment aussi le message à vous donner, c'est oser l'innovation sur vos territoires, dans le sens où on le voit, là, on voit se profiler hein, ces solutions de lavage mutualisé, etc. On a des acteurs qui s'engagent dans d'autres régions. Aujourd'hui, ça n'existe pas encore chez nous pour les restaurations collectives. C'est en train de se profiler. Mais voilà, il ne faut pas hésiter. De toute façon, sur le sujet des plastiques, sachez que les collectivités qui s'engagent dans les chartes, que ce soit la charte de la région ou la charte proposée par l'ADEME et le ministère, toutes les collectivités qui s'engagent dans des actions concrètes sont des innovateurs expérimentés. On n'a pas des solutions faciles, toutes simples à mettre en place. Donc, il faut vraiment qu'on teste chacun avec nos enjeux pour faire pas à pas vraiment et trouver les meilleures solutions et les partager. Donc voilà, ce guide, il est à votre disposition sur le site de la RBE, n'hésitez pas. Ce que je vais vous proposer, donc là, il est midi moins 10, je vais vous proposer donc avant la